Mes mains. Je voudrais d'abord que vous regardiez mes mains. Ces coupures, ces crevasses que l'eau salée a creusées dans ma peau, elles ont été faites dans le froid impitoyable de la Bretagne, à 4 heures du matin, en luttant avec des cordages gelés. Je m'appelle Gwen Kervé. Je suis propriétaire d'une ferme ostréicole au milieu de la mer agitée qui borde les côtes du Finistère, héritée de mon père, lui-même héritier de son grand-père. Ou du moins, c'est ce que pensaient mon mari Luc et sa sœur Élodie, la langue bien pendue. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme trompée. C'est l'histoire d'une famille qui a pris mon silence pour de la bêtise et ma patience pour de la faiblesse, et qui est tombée dans le puits profond et sombre qu'elle avait elle-même creusé. Si, en ce moment, vous pensez que quelqu'un dans votre vie vous méprise et exploite votre travail, approchez-vous un peu, car ce que je vais vous raconter va raviver la flamme qui s'était éteinte en vous. Et avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour que davantage de récits de justice véritable soient entendus. Car le spectacle qui vous attend à la fin de ce voyage en vaut la peine. Tout a commencé en cette maudite soirée de novembre. Ce jour-là, l'océan Atlantique s'abattait sur nous comme un mur gris. Il était 6 heures du soir lorsque j'ai amarré mon bateau, l'Espoir, au quai, mais il faisait déjà nuit. J'étais gelé jusqu'aux os. L'eau qui s'écoulait de mes bottes mouillait le quai, et je ne pensais qu'à une chose: boire une soupe chaude devant la cheminée. La récolte avait été bonne ce jour-là. Nos huîtres spéciales de Claire étaient de la qualité la plus recherchée par les restaurants gastronomiques parisiens. Mais alors que je portais seul ces caisses de 40 kilos sur mon dos, je savais où se trouvait mon mari Luc. Il était au bar Le Marin, sur la place du village. Il dépensait l'argent que j'avais gagné, que j'avais sorti de l'eau avec mes doigts engourdis par le froid, en cognac hors de prix et aux tables de jeu. Je le savais, car les rumeurs se propageaient plus vite que le vent dans le village. Mais quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, je ne savais pas encore que ce qui m'attendait était bien plus qu'un mari ivre et une maison en désordre. Lorsque j'ouvris la porte, il faisait plus chaud que prévu à l'intérieur. La cheminée crépitait. C'était étrange. Luc ne se donnait même pas la peine de transporter du bois. Lorsque j'ôtai mes bottes et entrai dans le salon, une forte odeur de parfum me monta au nez. Élodie, ma belle-sœur. Luc était affalé dans le fauteuil en cuir près de la cheminée, un verre en cristal à la main, et souriait. Élodie, quant à elle, était installée à la tête de la table. Elle portait un pull en cachemire beige, que je ne pourrais m'offrir qu'avec le salaire d'un mois, et son célèbre foulard en soie autour du cou. La table était couverte de papiers, de cartes et de dessins architecturaux. Ah, Gwen, dit Élodie. Sa voix était comme un couteau recouvert de velours. Elle plissa légèrement le nez en me regardant. L'odeur de mon pull de pêcheur devait déranger son nez parisien. Tu es enfin arrivé. Luc et moi étions en train de discuter de notre avenir. Notre avenir? Demandai-je d'une voix fatiguée mais prudente. Je m'approchai de la table. Luc se leva, grisé par l'alcool. Ses yeux étaient injectés de sang, mais ils brillaient. C'était l'éclat de la cupidité. C'est une opportunité en or, Gwen, dit-il en agitant son verre. Tu n'auras plus à te geler sur ce fichu bateau. Écoute, Élodie a trouvé un investisseur formidable. Mon regard s'est posé sur la grande feuille de papier posée sur la table. C'était un dessin coloré et spectaculaire. Notre terrain, à la place de la petite cabane en pierre que mon grand-père avait construite de ses propres mains en 1920, des bassins à huîtres, du vieux hangar solide où nous stockions notre matériel, se dressait désormais un immense hôtel en verre et en acier. Le grand bleu ressort et spa était inscrit au sommet. Mon sang se glaça. Ce n'était pas le froid de la mer, mais celui de la trahison. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé dans un murmure. Élodie a pointé du doigt la piscine de l'hôtel sur le papier avec ses doigts manucurés. C'est ton salut, ma chérie. Le salut de cette ferme malodorante, de cette boue. Les investisseurs ont adoré le terrain, surtout la pointe qui mène au phare. Dame suite VIP y seront construites. Nous ne vendrons pas la ferme. Ai-je répondu clairement. C'est mon travail. C'est ma vie. Luc a ri. Un rire méprisant et méchant. Ton travail? Te salir les mains dans la boue, ramasser des coquillages jusqu'à t'en abîmer les mains. Élodie a raison, Gwen. Tu manques de vision. Tu penses comme une paysanne grossière. Mon mari, pendant 10 ans, l'homme pour lequel j'ai travaillé à deux mains afin qu'il n'ait pas à le faire, me traitait de paysanne grossière. Dans ma propre maison, Élodie s'interposa, adoucissant le ton de sa voix comme si elle s'adressait à un petit enfant, à quelqu'un de peu compréhensif. Gwen, ma chérie, tu te laisses emporter par tes émotions. Regarde les chiffres. Elle poussa une photocopie de chèque devant moi. Le chiffre comportait beaucoup de zéros. Avec cet argent, vous pouvez déménager en ville. Luc a toujours voulu ouvrir une galerie. Et toi? Je ne sais pas, tu pourrais prendre soin de toi, de tes mains, de tes cheveux. Je baissai les yeux vers mes mains. Ces coupures, ces callosités. Elles étaient mes médailles, mais pour ces gens, elles n'étaient qu'une source de honte. Tu dois signer, dit Luc avec impatience.
Il poussa le stylo vers moi. J'ai déjà signé le protocole préliminaire. Il ne manque plus que ton accord, c'est une simple formalité. Il avait signé le protocole préliminaire. Ils avaient négocié sans me consulter, sur mes terres, sur le fruit de mon travail. Non, répondis-je. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Les faux sourires s'évanouirent. Élodie prit une gorgée de thé et posa bruyamment sa tasse sur la soucoupe. Le bruit résonna dans la pièce. Écoute, Gwen, dit Élodie, sa voix n'était plus veloutée, mais complètement glaciale. Ne fais pas d'histoire. Luc est le chef de cette famille. Et légalement, il a son mot à dire sur les biens acquis pendant votre mariage. De plus, sais-tu combien cette ferme est endettée? Je regardais Luc avec stupéfaction. Dame dette. La ferme n'a pas un centime de dette. Luc détourna les yeux. Élodie, quant à elle, sortit un autre dossier de son sac avec l'air d'un commandant victorieux. Disons que Luc a fait quelque investissement malheureux, et il a donné l'entreprise en garantie. Donc, Gwen, soit tu signes ce projet d'hôtel et tu pars d'ici en femme riche, soit la banque te prend tout et tu te retrouves sans le sou dans la rue. Mes oreilles bourdonnaient. Mon mari avait hypothéqué derrière mon dos l'entreprise que j'avais bâtie à la sueur de mon front pour rembourser ses dettes de jeu ou ses investissements malheureux. Et maintenant, on me forçait à détruire mon propre héritage. Luc s'est approché de moi et a posé sa main sur mon épaule. Cette main, que j'avais autrefois tenue avec amour, était désormais comme la griffe d'un gardien. Ne sois pas têtue, Gwen. C'est pour notre bien. De toute façon, tu es déjà très fatiguée. Il est temps de te reposer. À ce moment-là, j'ai regardé le stylo sur la table, puis l'énorme dessin de l'hôtel, puis l'expression méprisante sur leur visage qui semblait dire nous avons gagné. Ils pensaient m'avoir acculée. Ils me prenaient pour une paysanne naïve, qui ne savait rien du droit ni de la finance, qui ne savait que ramasser des huîtres dans la mer et qui ne pouvait désobéir à son mari. Mais ils ignoraient un détail très important, voire vital. Lorsque mon grand-père m'a légué ce terrain, il ne m'a pas seulement laissé un titre de propriété, il avait fait inscrire une mention datant de 1956, très rare dans la législation côtière française, à savoir concession maritime inaliénable, c'est-à-dire concession maritime inaliénable. Et ce document ne se trouvait pas dans le coffre-fort de la maison, mais dans les archives les plus secrètes du vieux notaire monsieur Leclerc, dans le village. Je ne leur ai rien dit à ce moment-là. Je n'ai pas crié à propos des dettes, ni pleuré parce que j'avais refusé de signer. J'ai simplement pris une profonde inspiration, comme pour remplir mes poumons de l'air froid de l'océan. Je vais y réfléchir. Ai-je dit doucement. Donnez-moi jusqu'à demain. Élodie a fait un clin d'œil à Luc. Il pensait m'avoir brisé, avoir pris le dessus sur ma volonté. Bien sûr, ma chérie, a dit Élodie. Nous en parlerons demain matin sur le bateau. Luc et moi viendrons même avec toi pour jeter un dernier coup d'œil à cette affaire, d'accord? Peut-être pourrons-nous t'aider. À ce moment-là, j'ai vu cette lueur dans ses yeux. J'ai entendu l'insistance dans son une dernière fois. Les cloches d'alarme dans mon esprit me criaient que ce n'était pas seulement une visite. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils iraient aussi loin, Je n'aurais jamais imaginé qu'ils seraient prêts à enterrer l'un des leurs, de leur propre sang, dans ces eaux froides. En sortant de la pièce, je les ai entendus rire derrière moi. Tu as vu? Disait Luc. Je te l'avais dit, il fallait juste un peu de pression. C'est une femme simple. Simple. En fermant la porte, je me suis regardée dans le miroir du couloir. Mon visage était pâle, mes yeux cernés. Mais dans mes pupilles, j'ai vu cette lueur qui brille dans les profondeurs les plus sombres de l'océan. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Et le lendemain matin, lorsque nous sommes montés à bord du bateau, je savais que ma vie allait changer à jamais. Mais personne ne savait encore que ce n'était pas moi qui serais la proie, mais eux. Le lendemain matin, le Finistère était recouvert d'une couverture grise. Le brouillard était si épais que je ne voyais même pas le bout du quai. Normalement, aucun pêcheur sensé ne prendrait la mer par un temps pareil. Mais Luc était pressé. Les investisseurs attendent le rapport, Gwen, m'avait-il dit en me réveillant à l'aube. Nous allons juste montrer les limites de la ferme, Élodie prendra des photos. Lorsque je suis montée à bord de mon bateau, l'Espoir, j'ai ressenti une inquiétude indescriptible. Le vrombissement du moteur me semblait plus bruyant que d'habitude. Élodie était étonnamment habillée en marin. Ce jour-là, elle portait un gilet de sauvetage orange vif, tout neuf. Luc en portait une aussi. Quant à moi, tu sais déjà nager, et ça te gêne dans tes mouvements. M'ont-ils dit en refusant de me donner un gilet? À ce moment-là, j'aurais dû comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple négligence. Lorsque nous avons pris la mer, Luc a mis le cap sur la pointe du diable. C'était l'endroit le plus dangereux des bancs d'huîtres où les courants se heurtaient pour former des tourbillons. Pourquoi allons-nous là-bas? Ai-je crié pour couvrir le bruit du vent. Les lits sont plus au sud. La vue est meilleure d'ici, répondit Élodie en agitant son appareil photo.
Elle essayait de rester debout à l'avant du bateau, sur le sol glissant, avec ses bottes à talons. Luc mit le moteur au ralenti. Le bateau tanguait comme un berceau au milieu des vagues géantes. Un holker. Ce n'était pas le mal de mer, mais cette lourde odeur métallique de danger qui flottait dans l'air. Gwen, dit Luc d'une voix étrangement tremblante, peux-tu vérifier le câble sur le côté tribord? On dirait qu'il est coincé. Je me dirigeais vers tribord, là où la rambarde était la plus basse. Le cordage semblait en bon état. Je me penchai. Il n'y a rien ici, Luc, criai-je. Au moment où je me redressais, le moteur du bateau vrombit soudainement. Luc avait brusquement viré de bord vers la vague. Je perdis l'équilibre. Mais ce n'était pas la vague qui m'avait fait tomber. C'était cette poussée dure et déterminée que je sentais dans mon dos. Une main. Je n'avais pas besoin de voir qui c'était. Son parfum se mêlait à l'air salé. L'eau de l'Atlantique s'est enfoncée dans mon corps comme des milliers d'aiguilles. J'ai eu le souffle coupé. Dans le silence effrayant sous l'eau, j'ai eu l'impression que le monde était sens dessus-dessous. Je me suis débattue pour remonter à la surface. Mes poumons me brûlaient. Lorsque j'ai sorti la tête de l'eau, j'ai vu que l'espoir s'éloigna à quelques mètres. Luc, Élodie, ai-je crié. Ma voix s'est perdue dans les vagues. Le bateau ne s'est pas arrêté. Ils ne sont pas revenus. J'ai vu 2 silhouettes sur le pont. Elles me regardaient. Elles se contentaient de me regarder. Elles ne m'ont pas lancé de bouée de sauvetage. Elles ne m'ont pas tendu de corde. Elles se sont contentées de me regarder disparaître dans ces eaux grises et écumeuses, comme si elles regardaient un écran de télévision. À ce moment-là, j'ai été confrontée à une réalité plus glaciale que le froid. Ce n'était pas un accident. C'était une exécution. Ils essayaient de me tuer. Si, en ce moment, vous avez l'impression que quelqu'un vous a laissé tomber, vous a poignardé dans le dos, écoutez-moi bien. Car c'est souvent lorsqu'on est poussé par ceux en qui on a le plus confiance qu'on se noie. Mais je n'allais pas me noyer. Je n'allais pas leur donner cette satisfaction. Si, comme moi, vous avez rayé le mot abandonné de votre vocabulaire, cliquez sur le bouton j'aime. Car la sortie de Gwen Kervé de l'eau allait être bien plus spectaculaire que sa chute. Le courant m'entraînait vers les rochers. La panique est le pire ennemi d'un marin. Luc et Élodie pensaient que je paniquerais et que je dépenserais toute mon énergie à me débattre. Mais ils avaient oublié une chose, j'étais née dans ces eaux. Je connaissais ces courants mieux que mon mari ne connaissait la paume de sa main. Le courant du Cap du Diable vous engloutit si vous le combattez. Mais si vous vous laissez aller et que vous nagez dans le bon angle, il vous propulse vers les récifs peu profonds appelés les sourds. Je me suis laissé aller. Mon corps était engourdi. L'hypothermie s'était insinuée dans mon esprit comme un sommeil insidieux. Dors, me disait la mère. Que tout s'arrête. Non, me suis-je dit. Ils ne construiront pas cet hôtel. Je ne laisserai pas détruire l'héritage de mon grand-père. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Les minutes m'ont semblé des heures. Finalement, mon genou a heurté quelque chose de dur. Un rocher couvert d'algues et acéré. Je me suis agrippé au rocher avec mes ongles. Les vagues essayaient de me ramener vers elle, mais je ne lâchais pas prise. En rampant, en gémissant, en vomissant, je me suis hissé sur ce rocher. Allongé là, à demi inconscient, je n'entendais pas les sirènes des gardes-côtes au loin. Il n'y avait que l'obscurité. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un plafond blanc. Je sentais cette odeur âcre d'antiseptique dans mon nez. À mon chevet, une infirmière changeait ma perfusion. Il s'est réveillé. A chuchoté quelqu'un. La porte s'est ouverte. Un policier est entré, suivi de Luc. Luc avait l'air épuisé. Il avait les yeux gonflés et les cheveux en bataille. Dès qu'il m'a vu, il s'est précipité vers moi en s'écriant Gwen. Mon Dieu, tu es vivante. Dame, larmes de crocodile coulaient sur ses joues. Le policier dit, Madame Carvella, je vous souhaite un bon rétablissement. Votre mari nous a tout raconté. Qu'est-ce qu'il a raconté? Ai-je murmuré. Ma gorge était brûlée par le sel. Luc me serra la main si fort que cela me fit mal. C'était un avertissement. Monsieur l'agent, je lui ai parlé du cognac que tu as bu dans cette gourde avant de monter sur le bateau ce matin, ma chérie, dit-il. Il me regardait dans les yeux et mentait. Je t'avais dit de ne pas boire, que tu perdrais l'équilibre, mais tu ne m'as pas écouté. Puis, tout à coup, tu as glissé. Il se mit à sangloter. J'ai essayé de te retenir, Gwen, je te jure que j'ai essayé, mais tu étais trop lourde. Élodie était sous le choc. Le policier secoua la tête, le visage empreint de tristesse. Je comprends. Malheureusement, en mer, l'alcool peut être fatal, même pour le pêcheur le plus expérimenté. Vous avez eu de la chance qu'un des bateaux de pêche vous ait aperçu sur les rochers. De l'alcool? Je n'ai jamais touché à l'alcool de ma vie. Luc m'avait traité de femme ivre et incompétente. Devant tout le monde. Non seulement ils avaient essayé de me tuer, mais ils avaient aussi préparé le terrain pour me faire perdre ma réputation, mon poste de capitaine, tout ce que j'avais. Oui, ai-je répondu doucement. J'ai plongé mon regard dans celui de Luc. Je me souviens de tout. J'ai vu le soulagement sur le visage de Luc.
Il pensait que j'avais perdu la mémoire ou que j'aurais peur et me tairais. Mais je n'allais pas me taire. J'allais simplement attendre le moment opportun. Dans cette chambre d'hôpital, sous ces draps blancs, j'ai juré de me venger. Il pensait m'avoir tué, mais en réalité, il n'avait fait que tuer la Gwen compatissante qui était en moi. Ce qui restait n'était plus qu'un océan de glace. Et maintenant, le jeu commençait vraiment. Le jour où je suis sortie de l'hôpital, Luc m'a ramené à la maison comme un mari modèle. Alors que les voisins nous observaient derrière leurs rideaux, il m'a pris le bras et m'a murmuré « Fais attention, chérie, marche doucement ». Vu de l'extérieur, c'était un homme dévoué qui soutenait sa femme victime d'un tragique accident. Mais les mots qu'il me murmurait à l'oreille étaient comme une vigne vénéneuse. Tu vois, Gwen, ce bateau n'est plus pour toi. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà entamé les démarches pour le vendre. L'espoir, mon espoir, le bateau de mon père. Il allait le vendre. Je ne répondis pas. Je secouai simplement la tête. Tu as raison, murmurai-je. Je suis très fatigué, Luc. Cette capitulation l'a surpris, mais lui a plu. Il s'est détendu, tel un hyène pensant que sa proie s'était soumise. Ce qu'il ignorait, c'est que lorsqu'une Bretonne se tait, ce n'est pas parce qu'elle se soumet, mais parce qu'elle écoute le vent avant la tempête. Lorsque nous sommes entrés dans la maison, une bouteille de champagne avait été débouchée au milieu du salon. Élodie mesurait les murs à l'aide d'un mètre ruban. Ah, notre naufragé est arrivé, dit-elle joyeusement, mais ses yeux regardaient ma jambe bandée avec dégoût. Gwen, j'ai une excellente nouvelle. L'architecte a dit que si nous abattions ce mur, nous aurions une vue panoramique sur le phare. Le hall de l'hôtel sera magnifique. Ils avaient décroché la photo de mon grand-père qui était accrochée au mur. Elle gisait par terre, recouverte de poussière de chantier. Une volcane était sur le point d'exploser en moi. À ce moment-là, j'avais envie de leur crier dessus, d'effacer le sourire hypocrite d'Élodie. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que la colère est bruyante, tandis que la vengeance exige le silence. Si, en ce moment, vous voyez que vos droits sont bafoués, mais que vous vous sentez impuissant, ne vous précipitez pas. Parfois, la meilleure chose à faire est d'attendre que votre ennemi commette une erreur. Et croyez-moi, les gens arrogants commettent toujours des erreurs. N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour voir comment cette stratégie fonctionne, car c'est maintenant à moi de distribuer les cartes. Ce sera très bien, Élodie. Ai-je dit. La froideur de ma voix était due à l'effet des médicaments. Je vais me reposer un peu. Je me suis retirée dans ma chambre. Mais je ne me suis pas endormie. J'ai écouté leur rire et leur toast sous la porte. Quand aurons-nous la signature? Demandait Élodie. Luc répondait en riant en quelques jours. Les médicaments l'abrutissent. Il signera tout ce que je lui donnerai. Cette nuit-là, alors qu'il s'endormait, ivre de victoire, je me suis levée. Ma jambe me faisait mal, mais je m'en fichais. Je n'ai pas ouvert le compartiment secret du bureau, car il l'avait déjà fait sauter. Mais j'ai ouvert l'ancien compartiment, celui que personne ne connaissait. Dans le grenier, le vieux coffre marin de mon grand-père s'y trouvait. Un coffre poussiéreux, rouillé et verrouillé. La clé était cachée dans le collier que je portais autour du cou. Lorsque j'ai ouvert le coffre, une odeur de naphtaline et de vieux papier m'a envahi. Et il était là, l'assurance de ma vie. Le lendemain matin, pendant que Luc dormait, je suis sortie de la maison en disant « Je dois aller au centre de santé pour faire changer mon pansement ». J'ai appelé un taxi, mais je ne suis pas allée au centre de santé. J'ai demandé au chauffeur de me conduire à l'autre bout de la ville. Dans ce bâtiment en pierre grise, le cabinet d'avocat de Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, septuagénaire, était un homme de la vieille école qui avait connu mon père et mon grand-père. Quand je suis entrée dans son bureau, il m'a regardé à travers la fumée de sa pipe. Il a vu les bleus sur mon visage, les béquilles dans mes mains. Il n'a rien demandé. Il a juste attendu que j'ouvre le dossier posé sur son bureau. Ils ont essayé de me tuer, Monsieur Leclerc. Dis-je. Ma voix ne tremblait pas. Il secoua lentement la tête. Je sais, ma fille. C'est un petit village. Personne n'a cru aux rumeurs des accidents. Mais personne n'ose en parler. Les investisseurs derrière votre mari, ce sont des hommes puissants. Je sortis le vieux document jauni de mon sac et le posai sur la table. Je me fiche de savoir qui sont ces investisseurs. Je veux juste que vous confirmiez ceci. Leclerc mit ses lunettes. Il examina le document. Un sourire fin et malicieux apparut sur ses lèvres. Concession maritime, datée de 1956. Murmura-t-il. Et, oui, la clause intuitu persona. Et alors? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Donc, dit Leclerc en se calant dans son fauteuil. Le droit d'exploiter ce terrain et la ferme ostréicole qui s'y trouve t'est accordé à toi seul, Gwen, en tant que membre de la famille. Ce droit est incessible, il ne peut être vendu ni loué. À ta mort, il reviendra à tes héritiers, mais tant que tu seras en vie. Même si ton mari était roi, il ne pourrait pas planter un seul clou ici. Puis il s'interrompit et fronça les sourcils. Mais il y a un problème, Gwen.
Si ton mari te fait passer pour mentalement instable ou incapable de gérer tes affaires, c'est-à-dire alcoolique, il peut demander à être nommé tuteur. Il obtiendrait alors le droit de signature. C'était donc ça, leur plan. C'est pour ça qu'ils m'ont accusé d'être ivre et m'ont jeté du bateau, qu'ils ont menti à l'hôpital en disant que j'avais bu de l'alcool, pour me faire passer pour folle ou dépendante et devenir mon tuteur. Ils n'y parviendront pas. Ai-je dit. J'ai sorti un autre document de mon sac. Avant de quitter l'hôpital ce matin, j'ai donné des échantillons de sang et de cheveux qui ont été envoyés à un laboratoire privé. Je veux un rapport toxicologique rétrospectif attestant que je n'ai consommé ni alcool ni drogue au cours des 6 derniers mois. De plus, j'ai pris une profonde inspiration. Je souhaite faire une demande pour transformer la ferme en centre de recherche, conformément à l'article 4 de la loi sur la protection du littoral. Leclerc m'a regardé avec admiration. Cela ferait de cet endroit un site classé. Cela enterrerait définitivement le projet d'hôtel. Exactement, répondis-je. Mais avant cela, nous allons leur laisser croire que j'ai signé. Comment ça? Laissons-les prendre l'argent des investisseurs. Laissons-les commencer à dépenser cet argent. Qu'ils commandent les matériaux de construction. Et le jour même où la première pelletée de terre sera donnée, je souris. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Ce jour-là, ils comprendront qu'ils n'ont rien en main, qu'ils ont en fait dépensé des millions pour un projet imaginaire. Leclerc alluma sa pipe. C'est un jeu dangereux, Gwen. Si votre mari s'en rend compte. Mon mari est occupé à croire qu'il est en train de gagner, monsieur. Le moment où un homme est le plus aveugle, c'est quand il croit avoir remporté la victoire. Quand je suis sortie du bureau, le ciel était toujours gris, mais je n'avais plus froid. Dans ma poche, je tenais la bombe atomique légale qui allait causer leur perte. Quand je suis rentrée à la maison, Luc m'attendait à la porte. Où étais-tu? M'a-t-il demandé avec suspicion. Dame soin. Répondis-je en affichant cette expression stupide et fatiguée sur mon visage. Et, j'ai réfléchi, Luc, tu as raison, vendons le bateau. Je n'en peux plus. Je vise dans les yeux de Luc cette lueur, cette pure cupidité. Il m'enlaça. Bravo, ma femme intelligente, dit-il. Pendant qu'il m'enlaçait, j'ai regardé la mer par-dessus son épaule. Les vagues se brisaient sur les rochers. Oui, me suis-je dit. Bravo à moi. Car il ne savait pas que vendre ce bateau serait le premier clou qu'il enfoncerait dans son propre cercueil. Avez-vous déjà vu quelqu'un sourire en signant son arrêt de mort? Moi, oui. Ce jour-là, assis à cette table en acajou, mon mari Luc a signé la plus grande erreur de sa vie, qu'il considérait comme la plus grande victoire de sa vie. C'était une semaine après les faits. Nous étions dans un luxueux cabinet d'avocats du centre-ville, organisé par Élodie. En face de nous était assis monsieur Bernard, le représentant du groupe investisseur. Un homme en costume gris, au regard de requin. Devant moi se trouvait le contrat de promesse de vente. Luc tapait du pied avec impatience. Allez, Gwen, dit-il d'une voix douce mais menaçante. Tout le monde t'attend. Je pris le stylo. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas un rôle. Ma colère s'était accumulée au bout de mes doigts. Si je signais, j'aurais l'impression de trahir l'âme de mon grand-père. Mais les paroles de monsieur Leclerc résonnaient dans mes oreilles, laissez-les croire qu'ils sont les maîtres du monde. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai signé. Monsieur Bernard sourit. Parfait. Le premier versement de 500 000 € sera sur votre compte demain matin. Les yeux de Luc s'écarquillèrent. Élodie se mordit les lèvres pour ne pas pousser un petit cri. Un demi-million d'euros. Pour eux, c'était une fortune infinie, un ticket pour une fête sans fin. Pour moi, c'était la première pelletée de terre sur leur tombe. En sortant du bureau, Élodie m'enlaça. Son parfum coûteux me donna la nausée. Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie. Tu es libre maintenant? Oui, j'étais libre. Mais pas dans le sens où il l'entendait. Les jours suivants ressemblaient à un spectacle de cirque. Luc s'était acheté une voiture de sport rouge flambant neuve. Il parcourait les rues étroites de la ville en faisant vrombir son moteur. Il se vantait auprès de tout le monde d'être le patron du nouvel hôtel. Élodie, quant à elle, faisait venir des décorateurs de Paris pour choisir les rideaux de ma maison qui n'avaient pas encore été démolis. Ils dépensaient l'argent comme de l'eau. Ils avaient oublié que l'avance qu'ils avaient reçue des investisseurs était en fait une dette et qu'ils devraient la rembourser avec intérêt si le projet était annulé. L'orgueil est la drogue la plus chère qui soit. Quant à moi, je m'enfermais dans ma chambre en prétextant être en convalescence. Mais la nuit, quand il s'endormait, j'enfilais ma tenue de chasseur. Cette nuit-là, il n'y avait pas de lune, c'était une nuit noire comme de l'encre. Luc était rentré en fait avec sa nouvelle voiture et s'était endormi. Je suis sorti discrètement de la maison. Je me dirigeais vers la case du chantier naval de la ville. L'espoir était là, mon bateau, l'héritage de mon père. Luc l'avait vendu à un ferrailleur et il attendait d'être démoli. En sautant par-dessus les grillages, je me suis blessé à la jambe, mais je n'ai pas arrêté.
J'ai allumé ma lampe de poche et j'ai commencé à chercher des traces de ce accident. Luc avait dit à la police, il a glissé, j'ai essayé de le retenir. Moi, j'avais senti une main sur mon dos. Mais il devait y avoir autre chose. Je me souvenais que ce jour-là, les rambardes du côté tribord du bateau s'étaient étrangement déformées. Je me suis approché du bateau. J'ai caressé sa coque écaillée. Je suis désolé, ai-je murmuré. Puis j'ai grimpé sur le côté tribord. J'ai braqué la lumière de ma lampe sur le point de jonction des balustrades. Et c'était là. Ce n'était pas de la rouille. Ce n'était pas de l'usure. Les vis de la rambarde métallique n'avaient pas été desserrées à l'acide. C'était beaucoup plus simple et sauvage. Les vis avaient été retirées, les trous bouchés avec du mastic et recouverts de peinture. Si je m'étais appuyé contre cette rambarde, elle se serait détachée dans ma main et je serais tombé à la mer. Il n'aurait même pas eu besoin de me pousser. Si Luc m'avait poussé, c'était pour m'empêcher d'aller de ce côté-là. Quand son plan a échoué, il a paniqué et m'a poussé. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai pris des photos des vis, des traces de mastic et de la peinture fraîche avec mon objectif macro. Ce n'était pas un accident, mais un piège délibéré. Alors que je descendais du bateau, j'ai entendu un bruit provenant de la cabane du gardien de la casse. Qui est là? J'ai éteint la lumière. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Le chien du gardien s'est mis à aboyer. Si je me faisais prendre, Luc dirait ma femme est folle, elle se promène dans les dépotoirs la nuit. Cela compromettrait mon rapport de santé mentale. Dans l'obscurité, je me suis caché sous un vieux filet de pêche. La lampe torche du gardien m'a éclairé. Le chien s'approchait en grognant. J'ai retenu mon souffle, à tel point que j'ai cru que mes poumons allaient exploser. Allez Rex, viens ici. Ce n'est sûrement qu'un rat, a crié le gardien. Les bruits de pas s'éloignèrent. Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, je n'avais pas seulement des photos dans les mains. J'avais aussi quelque chose que j'avais pris dans la poche de la veste de Luc, son téléphone de secours, qui contenait ses correspondances secrètes avec ses investisseurs. Quand je suis entré dans ma chambre et que j'ai allumé le téléphone, les messages que j'ai vus m'ont glacé le sang. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Un message d'Élodie, ne t'inquiète pas, mon frère. J'ai ajusté la dose du médicament. Après avoir signé, ça ressemblera à une crise cardiaque. Personne ne se doutera de rien. Cette femme ne verra pas la fin de l'hiver. Je suis resté les yeux rivés sur l'écran. Ils n'avaient pas seulement essayé de me tuer. Ils avaient un deuxième plan. Et ce plan était toujours en cours. Parce que ces médicaments, ces gélules que Luc me donnait chaque matin en me disant que c'était des vitamines. Je me suis précipité dans la salle de bain. J'ai ouvert l'armoire à pharmacie. J'ai pris la boîte de vitamines que Luc disait faire venir spécialement. J'ai versé la poudre qu'elle contenait dans ma paume. Cette guerre n'était plus seulement une guerre d'héritage. C'était une guerre pour la survie. Et si je devais mourir, je les entraînerais avec moi à en faire. Si, en ce moment, vous vous demandez ce que les personnes qui vous entourent manigancent derrière votre dos alors qu'elles vous sourient, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Lorsque j'aurai reçu les résultats de l'analyse de ces capsules toxiques, je changerai radicalement les règles du jeu. Abonnez-vous, car le chasseur est sur le point d'acculer sa proie. Ce n'est pas de l'arsenic, c'est de la digitaline. Le technicien en chef du laboratoire privé situé à l'extérieur de la ville m'a tendu le rapport, le visage livide. Madame Carvela, cette substance imite une insuffisance cardiaque. Le dosage est très précisément calculé. Elle ne tue pas instantanément, mais épuise lentement votre cœur pendant des semaines. Et finalement, vous mourrez dans votre sommeil de cause naturelle. J'ai regardé le papier que je tenais dans ma main. Ces gélules que Luc me tendait chaque matin en me disant c'est pour ton bien, chérie, prends tes vitamines. En réalité, c'était mon billet pour la mort. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là. Je n'ai même pas tremblé. Seulement, le dernier soupçon de pitié qui me restait s'est évaporé dans cette salle stérile. Je n'avais plus de mari. Devant moi, il n'y avait plus qu'une cible à neutraliser. En sortant du laboratoire, je ne suis pas rentré directement à la maison. J'ai conduit ma voiture jusqu'au commissariat de gendarmerie de Saint-Brieuc. Je ne pouvais pas faire confiance à la police locale. Luc les avait déjà achetés avec les verres qu'il leur avait offerts au bar. J'avais besoin d'une force extérieure, impartiale et sévère. Lorsque je suis entré dans le bureau du capitaine Renard, j'ai posé 3 choses sur son bureau. Dame photo macro des vis desserrées du bateau, le rapport toxicologique et les capsules de poison, la transcription des messages que j'avais récupérés sur le téléphone de Luc et qui révélaient le plan du meurtre. Le capitaine fronça les sourcils en examinant le dossier. Le silence envahit la pièce. Lorsqu'il releva enfin la tête, ses yeux exprimaient le respect. C'est incroyable, a-t-il dit. Nous pouvons les arrêter immédiatement, Madame Carvela. Tentative de meurtre, homicide volontaire. Non, répondis-je calmement. Le capitaine était surpris. Je ne comprends pas. Votre vie est en danger.
Ma vie est sous mon contrôle, capitaine. Si vous les arrêtez maintenant, ils finiront simplement en prison. Mais ces sangsues qu'ils appellent investisseurs ne lâcheront pas mon terrain. Les contrats signés par Luc me causeront des ennuis. Je me suis penché vers la table. Je veux que vous les preniez en flagrant délit, au moment même où ils croiront avoir tout gagné. Lors de cette grande cérémonie de pose de la première pierre, le capitaine m'a regardé un moment, puis a esquissé un léger sourire. Vous êtes une femme dangereuse, Madame Carvela. Bon, quel est votre plan? Quand je suis rentrée à la maison, c'était l'heure du dîner. Luc et Élodie préparaient le repas dans la cuisine dans la bonne humeur. Quand ils m'ont vu, il y a eu un bref silence. Où étais-tu? Demanda Luc, un verre de vin à la main. Nous nous sommes inquiétés. Je voulais prendre l'air. Répondis-je d'une voix fatiguée. Je m'effondrai sur une chaise. Je me sens très faible, Luc. Mon cœur bat la chamade. Élodie et Luc ont échangé un bref regard malicieux. Ils pensaient que le poison avait fait effet. Oh, ma chérie, dit Élodie en me tapotant l'épaule avec une fausse compassion. C'est la fatigue. Tu prends bien tes médicaments régulièrement. J'ai sorti de ma poche la fausse capsule que j'avais préparée au laboratoire et remplie de sucre inoffensif. En les regardant dans les yeux, je l'ai lentement mise dans ma bouche et j'ai bu de l'eau. Oui, répondis-je. Je les prends régulièrement. Je suis sûre que bientôt, toutes mes souffrances prendront fin. Luc a souri. Elles vont s'arrêter, mon amour. Tu vas bientôt trouver la paix. Ce soir-là, quand je me suis couchée, j'ai écouté la respiration de l'homme allongé à côté de moi. J'étais sous la même couette que l'homme qui voulait me tuer. De la peur? Non. C'était le camouflage du chasseur. Si vous aussi, vous souriez actuellement à vos ennemis en attendant le moment opportun, imaginez le moment où votre patience sera récompensée. Et abonnez-vous à la chaîne pour que cette histoire montre à tout comment la patience peut devenir l'arme la plus redoutable. Car ce qu'ils verront à la fin ne sera pas seulement une arrestation, mais une œuvre d'art. Le lendemain, il y avait beaucoup d'agitation dans le jardin de la maison. Les préparatifs pour la cérémonie de pose de la première pierre de l'hôtel Le Grand Bleu avaient commencé. Luc avait invité tous les notables de la ville, la presse et, bien sûr, les investisseurs. Le grand jour, c'est vendredi, a déclaré Luc au petit déjeuner. Les engins de chantier donneront le premier coup de pelle ce jour-là. Nous allons démolir l'ancien hangar. Le hangar, ce bâtiment en pierre construit de ses propres mains par mon grand-père où j'ai passé toute mon enfance. Super, ai-je répondu. Je serai là ce jour-là. Au premier rang. Luc marmonna, tu n'as pas besoin de venir, tu vas te fatiguer. En réalité, il ne craignait pas que je fasse une crise cardiaque et que je meure ou que je m'évanouisse ce jour-là. Au contraire, il craignait que si je mourais ce jour-là, la cérémonie serait gâchée. Il avait prévu que je meure discrètement quelques jours après la cérémonie. Non, Luc, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Je veux voir la plus grande réussite de mon mari. Je serai là. Le vendredi arriva. Devant la maison, c'était comme une fête foraine. Dames, voitures de luxe, des tours de champagne, des feux d'artifice. Élodie, vêtue d'une robe de créateur, virevoltait comme un papillon. Luc, micro à la main, prononçait un discours depuis l'estrade. Quand moi, j'étais assise dans mon fauteuil roulant, à l'écart. Je portais une robe noire. Pas une robe de deuil, mais une robe de tribunal. Dans mon sac, le petit émetteur que le capitaine Renard m'avait donné clignotait. Luc ouvrit les bras sur l'estrade. Et maintenant, il est temps de détruire les vestiges du passé et de construire l'avenir. Mettez les machines en marche. L'énorme excavatrice de démolition rugit. Sa pelle se leva et se dirigea vers notre hangar, notre maison. Élodie applaudissait. Les investisseurs souriaient. Je plongeai la main dans mon sac et appuyai sur le bouton de l'émetteur. Soudain, au milieu des éclats de champagne et du bruit des moteurs, un son beaucoup plus aigu, beaucoup plus effrayant se fit entendre. Dame sirène. Derrière la colline, des lumières bleues ont commencé à affluer comme un torrent. Pas une, pas deux. Dizaines de véhicules de gendarmerie encerclaient le lieu de la cérémonie. La musique s'est arrêtée. Les applaudissements ont cessé. Le sourire de Luc s'est figé sur son visage. Je me suis lentement levée de mon fauteuil roulant. Je n'étais plus cette femme malade et faible. Je me tenais droite. Le vent soufflait dans mes cheveux et j'ai regardé Luc dans les yeux. Le jeu est terminé, Luc. Ai-je dit, ma voix résonnant comme un coup de fouet dans le silence. La scène est à moi. Parfois, le silence est plus effrayant que le cri le plus fort. Mais ce jour-là, lorsque les sirènes se sont tues, le silence qui s'est abattu sur le jardin était un silence de mort pour Luc et Élodie. Les gendarmes avaient encerclé les lieux et les mains distinguées. Qui tenait les coupes de champagne était resté figé en l'air. Luc tremblait sur l'estrade, le micro à la main. Son teint était plus pâle que sa chemise blanche hors de prix. Il m'a regardé. Ce que j'ai vu dans ses yeux à ce moment-là n'était pas de la colère, mais une peur pure et simple. « Gwen ?» dit-il, sa voix grésillant dans le micro.
Ma chérie, il doit y avoir un malentendu. Pourquoi? Je me suis approché du micro. Je le lui ai pris des mains. Il n'a même pas résisté. Il n'y a pas de malentendu, Luc, dis-je. Ma voix résonna dans tout le jardin, parmi la foule curieuse et les investisseurs perplexes. Mesdames et messieurs, la présentation d'aujourd'hui est annulée. Car ici, sur cette terre, vous ne voyez pas les fondations d'un hôtel, mais le lieu d'un crime. Cris de surprise s'élevèrent dans la foule. Élodie tenta de se fondre dans la foule pour s'enfuir, mais une femme gendarme l'attrapa fermement par le bras. Lâchez-moi. Je n'ai rien fait, s'écria-t-elle. La noble parisienne avait disparu, remplacée par une chatte de gouttière acculée dans un coin. Le capitaine Renard monta à la tribune, accompagné de 2 agents. Il avait en main un mandat d'arrêt. Luc Kervella et Élodie Kervella, dit-il d'une voix forte. Vous êtes arrêtés pour tentative de meurtre avec préméditation sur Gwendoline Kervella, faux et usage de faux et escroquerie aggravée. Luc s'écria, c'est faux. Il se tourna vers les investisseurs et regarda Monsieur Bernard d'un air suppliant. Monsieur Bernard, cette femme est malade. Elle n'a pas toute sa tête. Elle prend des médicaments, elle hallucine. Elle a signé, nous avons reçu l'argent, tout est légal. Monsieur Bernard me regarda avec suspicion. Madame Kervella, votre mari a-t-il raison? Les contrats. Je sortis de mon sac le dossier préparé par monsieur Leclerc. Il y a un petit détail que mon mari a oublié. De vous dire, monsieur, dis-je, tous ces contrats sont nuls et non avenus. Comment cela? Je levai le vieux document jauni que je tenais dans ma main. Le vent fit flotter le document. Ce terrain, ai-je dit en articulant chaque mot, est protégé par la loi concession maritime de 1956. Et cette concession, en vertu de l'article intuitu persona, m'appartient à moi seul. Elle ne peut être cédée, vendue, ni utilisée pour construire un hôtel. Luc vous a donc vendu un rêve qu'il ne possède pas et ne possédera jamais. Le visage de monsieur Bernard est devenu rouge écarlate. Il s'est tourné vers Luc. Est-ce vrai? Tu nous avais dit que le terrain était libre de toute charge. Luc balbutia, je m'en occuperai. Ce n'est qu'un bout de papier. Ce bout de papier, intervint-je, est l'héritage de mon grand-père. Et ceci, je sortis le rapport toxicologique de ma poche. La preuve du poison que vous me faites boire chaque matin pour me tuer. La foule retint son souffle, horrifiée. Les flashs des journalistes se mirent à crépiter. Luc n'était plus seulement un escroc, mais aussi un meurtrier en puissance. Pourquoi? Demanda Luc, les larmes aux yeux. Cette fois, ses larmes étaient sincères, mais elles n'étaient pas dues au remords, mais à la perte qu'il venait de subir. Je t'aimais, Gwen. Je fis un pas vers elle. Je m'approchai tellement de son visage que je pouvais sentir la peur dans son souffle. Tu ne m'aimais pas, Luc. Murmurai-je, mais le micro était toujours dans ma main. Tu aimais mon argent, mes terres. Tu ne me voyais que comme un obstacle qui t'empêchait d'accéder à cet argent. Mais tu as oublié une chose, mon cher, les coquilles d'huîtres semblent dures et rugueuses à l'extérieur, mais si tu essaies de les ouvrir, elles te coupent la main. Le capitaine Renard a hoché la tête. Les agents ont plié les bras de Luc dans son dos et lui ont passé les menottes métalliques froides au poignet. Clic. La plus belle mélodie du monde. Élodie criait « Je ne suis pas coupable ». Tout ça, c'était l'idée de mon frère. C'est lui qui m'a forcé. Le frère vendait son frère. Les rats quittaient le navire en perdition. Alors qu'on les faisait monter dans les voitures de police, l'opérateur de cette énorme machine de démolition coupa le moteur. Notre hangar, notre maison, était toujours debout. Il n'avait pas été détruit. Monsieur Bernard s'approcha de moi. Il transpirait et tremblait. Madame Kervella, nous ne savions pas. Nous devons récupérer l'argent. Luc a dépensé l'argent. Ils ont dépensé l'argent pour acheter de nouvelles voitures et de nouveaux vêtements, monsieur. Répondis-je froidement. Vous verrez cela avec vos avocats pour récupérer le reste. Mais vous ne prendrez pas un seul caillou de ma propriété. Maintenant, veuillez quitter ma propriété. Alors que la foule se dispersait, les gyrophares bleus des voitures de police s'éloignaient. Je me retrouvais seul dans le jardin. Il y avait par terre des confettis éclatés, des bouteilles de champagne à moitié vides et les restes de rêves brisés. À ce moment-là, je n'ai pas ressenti un étrange vide en moi. Au contraire, l'air que je respirais était pour la première fois aussi pur. Il n'était pas empoisonné. Si, en voyant que justice a été faite, vous vous sentez apaisé, vous êtes au bon endroit. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Les méchants sont en prison, oui. Mais qu'en est-il de Gwen? Comment va-t-elle construire un nouvel empire à partir de ses ruines? Et Luc, en prison, pourrait-il encore jouer un dernier coup? Continuez à écouter pour découvrir la véritable ascension de Gwen Kervella. Car la véritable vengeance ne consiste pas seulement à détruire son ennemi, mais à construire quelque chose de plus grand avec ce qu'il reste. Quand la guerre est finie, il ne reste plus que des cris de victoire. Il ne reste que le silence.
3 jours s'étaient écoulés depuis que Luc et Élodie avaient été emmenés dans des voitures de police. Pour la première fois depuis des années, la maison m'appartenait. L'odeur âcre du parfum avait disparu, remplacée par celle du sel, de l'iode et des algues qui s'engouffraient par les fenêtres. Mais la victoire a aussi un prix. Luc avait vidé non seulement ma fierté, mais aussi mon coffre-fort. Il avait dilapidé l'argent qu'il avait reçu des investisseurs. Le fonds de roulement de la ferme était à zéro. La facture d'électricité était sur la table et le générateur du hangar était à court de carburant. Ce matin-là, on frappa violemment à la porte. Ce n'était pas le facteur. Lorsque j'ouvris la porte, je me retrouvai face à Monsieur Bernard. Il n'était pas accompagné des hommes d'affaires souriants de la veille, mais de 2 hommes imposants vêtus de vestes bouffantes. Nous voulons notre argent, Madame Carvela, dit Bernard, franchissant le seuil sans attendre d'être invité à entrer. Votre mari a dépensé les 500 000 euros. Voiture, vêtements, voyage à Paris. Il ne reste plus un centime sur ses comptes. Et nous voulons récupérer cet argent. Mon mari est en prison, monsieur. Dis-je d'une voix calme, mais mes doigts étaient blancs à force de serrer la tasse de thé que je tenais dans ma main. Et cet argent n'a pas été versé sur mon compte. Bernard éclata d'un rire froid. Nous ne sommes pas une banque, Gwen. Nous sommes des investisseurs. Et dans notre livre, il n'y a pas de place pour les créances irrécouvrables. Soit vous payez cet argent, soit. Il regarda autour de lui, la cheminée de mon grand-père, les photos accrochées au mur. Soit des accidents malheureux commenceront à se produire sur ce terrain que vous qualifiez d'intouchable. Dames incendies se déclareront, les piscines seront contaminées, les bateaux couleront. Il me menaçait. Et cela dans ma propre maison. Avant, j'aurais eu peur. J'aurais tremblé. Mais j'étais la femme qui avait survécu au courant de Tamburn. Ces hommes vêtus de noir ne m'impressionnaient pas. Attendez une seconde. Ai-je dit. Je me suis rendue dans le bureau de Luc. J'ai pris le téléphone noir. Le téléphone secret de Luc dans le tiroir. De retour dans le salon. J'ai tendu le téléphone à Bernard. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé avec méfiance. C'est, ai-je répondu. Le téléphone qui contient toutes vos communications cryptées avec Luc. Combien vous avez versé à telle mère? Quel garde-côte vous avez menacé? Quel inspecteur des travaux publics vous avez envoyé en vacances? Tout est là. L'expression arrogante sur le visage de Bernard s'est figée. Il est devenu livide. Je fis un pas vers lui. Ce n'était plus lui la proie, mais moi. Si un seul huître est endommagé sur ce terrain, murmurai-je, si une seule allumette est allumée près de mon entrepôt, ce téléphone ira sur le bureau du capitaine Renard. Et alors, les 500 000 euros que vous redoutez tant de perdre ne seront qu'une bagatelle comparée à la peine de prison que vous purgez. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Bernard a regardé les hommes à côté de lui, puis il s'est tourné vers moi. Il y avait de la haine dans ses yeux, mais aussi du respect. Un respect né de la peur. Vous êtes plus dangereuse que votre mari, Madame Carvela, dit-il entre ses dents. Je prends cela comme un compliment, répondis-je en lui montrant la porte. Maintenant, quittez ma propriété, et ne franchissez plus cette porte que pour acheter des huîtres. Une fois qu'ils furent partis, mes genoux se dérobèrent sous moi et je m'effondrai dans un fauteuil. J'avais écarté la menace, mais le problème de l'argent restait entier. Je devais payer mes ouvriers, acheter de nouvelles graines, réparer le bateau. C'est alors que mon regard s'est posé sur la porte ouverte de la chambre d'Élodie. Je suis entré. La pièce ressemblait à un centre commercial. Dames armoires remplies de sacs de marque, des fourrures jamais portées, des chaussures de créateurs encore dans leur boîte. Dames objets d'une valeur inestimable que Luc avait acheté à cette femme avec mon argent. J'ai tout rassemblé. Pas seulement les vêtements, mais aussi la collection de montres de luxe dont Luc était si fier, les tableaux d'art modernes ridicules qui ornaient son bureau. Tout. Si vous êtes actuellement triste à l'idée que votre travail soit exploité par d'autres, changez votre point de vue. Parfois, la cupidité de vos ennemis peut être votre capital de salut. Vous devez apprendre à transformer leur arrogance en argent. Pour voir comment cette transformation s'opère, cliquez sur le bouton j'aime. Car maintenant, les sacs qu'Élodie aimait tant vont se transformer en graines d'huître pour moi. Le lendemain, j'ai conclu un accord avec un commissaire-priseur venu de Paris. Ce luxueux bric-à-brac qu'Élodie considérait comme un investissement m'a rapporté exactement 120 000 euros en espèces. Cette somme suffisait pour rembourser mes dettes et relancer mon entreprise. Mais ce n'était pas là ma véritable victoire. Ma véritable victoire, c'était la lettre que j'ai reçue une semaine plus tard de la prison. C'était Luc qui m'écrivait. « Gwen, je t'en supplie, fais-moi sortir d'ici. Mon avocat dit que si tu retires ta plainte, ma peine pourrait être réduite. Si tu fais cela, j'accepterai le divorce. Je te laisserai tout. Je t'en prie. » Je n'ai pas ri en lisant la lettre. J'ai juste souri. Il pensait encore pouvoir négocier, qu'il avait encore un atout dans sa manche. J'ai appelé mon avocat, monsieur Leclerc. Allez le voir, monsieur, lui ai-je dit.
Et dites-lui ceci, je ne retirerai jamais ma plainte. Mais, s'il me cède ses 50% de part dans l'entreprise pour la somme symbolique d'1 euro, à titre de dédommagement moral et indemnité, je pourrais me taire devant le tribunal et plaider en sa faveur pour obtenir une réduction de peine pour bonne conduite. Feriez-vous cela, Gwen? M'a demandé Leclerc. L'aideriez-vous? Bien sûr que non, répondis-je. Mais Luc est un lâche. Et un lâche est prêt à vendre son empire pour une petite lueur d'espoir. 2 jours plus tard, le contrat de cession fut signé. Luc n'était plus là. Élodie n'était plus là. Les investisseurs n'étaient plus là. Il n'y avait plus que moi. Et l'océan. J'ai récupéré le bateau L'Espoir à la casse. Je l'ai fait réparer. Et ce matin-là, au lever du soleil, j'ai pris la mer pour la première fois depuis des mois. Le vent soufflait sur mon visage, la liberté emplissait mes poumons. Mais cette histoire ne s'arrêtera pas là. Non. La vision de Gwen Kirvé était bien plus grande que le rêve d'hôtel en béton armé de Luc. Il était temps de transformer cette ferme en un lieu de production, mais aussi en un temple de la science et du goût. Dans ce que je vais vous raconter, vous verrez comment nous avons extrait un diamant des décombres. Préparez-vous, car la construction commence. Mais cette fois, c'est moi qui pose les fondations. Détruire quelque chose prend un jour, mais construire prend des mois. Contrairement au rêve de Luc d'un hôtel en béton armé, mon rêve n'était pas de lutter contre la nature, mais de danser avec elle. La première chose que j'ai faite après avoir racheté les parts a été d'enlever de mes propres mains l'enseigne Le Grand Bleu. Je n'ai pas remis l'enseigne originale de mon grand-père à sa place, car nous ne retournions pas vers le passé, nous allions vers l'avenir. La nouvelle enseigne était faite de bois de bateau recyclé et portait une inscription simple, Centre de biologie marine et de gastronomie Kervella. Cela semble ambitieux, n'est-ce pas? Ça l'était. Au début, les habitants du village me regardaient comme si j'étais folle. Gwen a perdu la tête, murmurait-il devant la boulangerie. Pourquoi créer un laboratoire alors qu'on peut vendre des huîtres? Qui viendrait ici? Mais il ne voyait pas ce que je voyais. Le climat changeait. La mer se réchauffait. Les jours où l'on pouvait simplement ramasser des huîtres étaient comptés. Si nous voulions survivre, nous devions comprendre la mer et la protéger. Avec l'argent provenant de la vente des sacs d'Élodie, j'ai transformé la moitié de l'ancien hangar en un laboratoire moderne. L'autre moitié, c'était là que se trouvait ma mine d'or bleu. Un petit restaurant de dégustation avec seulement 6 tables, surplombant la mer et doté d'un sol en verre. Mais je ne pouvais pas faire cela tout seul. J'avais besoin d'un cerveau. Le docteur Camille Vasseur, une jeune biologiste de l'Université de Nantes, aussi têtue que moi, spécialisée dans les algues marines. Je ne l'ai pas embauché, je lui ai proposé un partenariat. Écoute, Camille. Lui, ai-je dit en lui montrant les bassins encore inachevés. Je sais que tes recherches ont été privées de financement. J'ai moi aussi besoin de données scientifiques. Ce lieu sera ton laboratoire. Cultive ici tes algues spéciales qui purifient l'eau des huîtres. Je te fournis l'espace et les ressources, tu me fournis les huîtres les plus propres et les plus savoureuses au monde. Les yeux de Camille se sont mis à briller. C'est de la folie, Gwen, mais c'est une folie merveilleuse. C'est ainsi que nous avons commencé à travailler. Le matin, nous enfilions nos combinaisons et entrions dans les bassins. L'après-midi, nous donnions des instructions aux ouvriers du bâtiment. Savez-vous qui étaient ces ouvriers? Les villageois qui avaient signé la pétition contre le projet hôtelier de Luc et qui m'avaient traité de paysanne grossière. Je les ai embauchés. Oui, vous avez bien entendu. J'aurais pu les punir. Je pouvais les affamer. Mais un leader ne dirige pas par la peur, mais en nourrissant les gens. Je leur ai donné du travail parce qu'il était plus sûr de garder mes ennemis à mes côtés que de les avoir en face de moi. Maintenant, ils m'appelaient Madame Carvella. Et il n'y avait plus cette moquerie dans leur voix, mais une profonde gratitude. Si vous essayez actuellement de prouver votre valeur à des personnes qui ne croient pas en vous, arrêtez. Ne gaspillez pas votre énergie à les convaincre, mais consacrez-la plutôt à construire votre propre château. Une fois votre château terminé, ils viendront frapper à votre porte. Je sais que cette vision vous plaît, alors cliquez sur le bouton j'aime. Pour ajouter une brique à ce château, après des mois de travail, le moment de la première récolte est arrivé. Le système de filtration des algues de Camille avait fait des miracles. Nos huîtres étaient lisses et brillantes comme de la nacre. Leur goût, c'était l'océan dans sa forme la plus pure. Mais le véritable test n'était pas là. Le véritable test, c'était la soirée d'inauguration. Contrairement à la cérémonie de pose de la première pierre fastueuse et bruyante de Luc, j'ai organisé une réception calme et élégante. Les critiques gastronomiques les plus célèbres de Paris, les chefs étoilés Michelin et les responsables du ministère de la Marine. Ce soir-là, j'étais dans la cuisine. Un couteau à la main, j'ouvrais les huîtres. Je ne me promenais pas dans la salle, pomponnée comme Élodie. J'étais à mon poste. Lorsque le célèbre critique Monsieur Dubois a mis la première huître dans sa bouche, le salon est devenu silencieux. Il a fermé les yeux. Il a mâché.
Il a avalé. Puis il m'a regardé. Ceci, dit-il d'une voix tremblante, ce n'est pas un produit de la mer que je mange. C'est l'âme de la Bretagne. Ce soir-là, nous n'avons servi que les 6 personnes assises à cette table. Mais le lendemain matin, nos téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Nous étions complets pour les mois à venir. Et pas seulement pour manger, des universités voulaient visiter notre centre de recherche. Des chefs faisaient la queue pour acheter ces huîtres aux algues spéciales que nous appelons l'or bleu. Au bar du village, on ne parlait plus de Luc. Tout le monde parlait désormais de notre Gwen et des touristes qu'elle avait amenés au village. En fin d'après-midi, je me suis assise au bout du quai. L'espoir se balançait doucement. J'avais un verre de vin à la main. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai décroché. Félicitations Gwen, dit cette voix familière que je détestais. C'était le téléphone de la prison. Luc, j'ai lu les journaux. Tu as réussi. Grâce à toi, Luc. Ai-je répondu en souriant. Tu m'as tellement sous-estimé, tu m'as tellement acculé que tu as réveillé le monstre qui sommeillait en moi. Alors, merci. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis il dit Élodie. Elle ne va pas bien. Elle est à l'infirmerie. Elle a fait une crise de nerfs. Salut-la de ma part. Ai-je dit. Et dis-lui que les draps de l'infirmerie ne sont pas en soie, mais qu'elle s'y habituera. Je raccrochai le téléphone et le jetai à la mer. J'avais complètement rompu avec mon passé. Il n'y avait plus que moi, l'océan et l'empire que j'avais bâti. Mais le sommet est l'endroit où le vent souffle le plus fort. Et le succès engendre de nouveaux ennemis. Cette fois-ci, vous verrez comment j'ai affronté une menace non pas locale, mais nationale, celle des grands cartels alimentaires. Car il est difficile d'atteindre le sommet, mais y rester. C'est là que la véritable bataille commence. Il est facile d'être un gros poisson dans un petit étang. Mais lorsque vous vous aventurez dans l'océan, vous rencontrez les vrais prédateurs. Notre succès avait attiré non seulement les gourmets, mais aussi les requins de l'industrie alimentaire, comme s'ils avaient senti l'odeur du sang. Un matin, un hélicoptère noir et brillant a atterri dans le terrain vague devant la ferme. Le vent des hélices a dispersé les algues que nous avions mises à sécher. L'homme qui en est descendu n'était pas un rustre comme Luc, vêtu d'un costume italien bleu marine, les cheveux impeccables malgré le vent. Un sac en métal à la main, cet homme était Victor Valmont, directeur des fusions et acquisitions du holding Océan Global. Océan Global, le géant qui détient 60% du marché européen des produits de la mer surgelés. Ce monstre mécanique qui exploite la mer et fabrique des produits industriels. Lorsque Valmont entra dans notre laboratoire, ce n'est pas avec dégoût, mais avec avidité qu'il balaya la pièce du regard. Il regarda les microscopes de Camille, nos réservoirs Blue Gold. Madame Carvela, dit-il d'une voix suave, inutile de tourner autour du pot. Nous voulons votre formule, votre brevet sur la filtration des algues et ce terrain. Il ouvrit son sac et posa un chèque sur la table. Le montant était 3 fois supérieur à ce que Luc avait imaginé pour l'hôtel. 15 millions d'euros. Avec cet argent, dit Valmont, vous pouvez prendre votre retraite n'importe où dans le monde. Nous allons acquérir cette technologie et l'utiliser dans nos fermes industrielles. Bien sûr, nous devrons la modifier légèrement. Nous devrons utiliser des produits chimiques pour augmenter le rendement, mais alors, la mer mourra. L'interrompis-je. Vous ne voulez pas imiter la nature, vous voulez la servir. Valmont sourit. Un sourire froid, un sourire d'homme d'affaires. Le romantisme de la nature ne nourrit pas son homme, Madame Carvela. Nous nourrissons le monde. Soit vous acceptez ce chèque, soit, ou quoi, ou bien, vos huîtres pures, dont vous êtes si fiers seront soudainement touchées par un problème bactérien. Les médias adorent les scandales alimentaires. En une semaine, votre marque sera détruite. Vous ferez faillite, et nous rachèterons alors ce brevet au service des poursuites judiciaires pour 1/10 de sa valeur. La menace était claire. Prenez votre chèque et votre hélicoptère et sortez de ma propriété. Ai-je dit. Valmont a mis le chèque dans sa mallette. Dommage, a-t-il dit. La vue était belle. La guerre n'a pas commencé à ce moment-là. Elle a commencé le lendemain. D'abord, des attaques ont été lancées sur les réseaux sociaux à partir de comptes automatisés. Titres tels que les huîtres de Carvela ont envoyé des gens à l'hôpital ont été publiés. Puis, un article intitulé Danger biologique, les algues sont-elles toxiques a été publié dans un journal national. Les réservations ont commencé à être annulées. Camille est venue me voir en pleurant. Gwen, c'est fini. Personne ne s'intéresse à la science, tout le monde s'intéresse à la peur. À ce moment-là, l'ancienne Gwen aurait eu peur. Mais j'étais la femme qui avait enterré Luc, Élodie et la mafia locale. Je n'allais pas me laisser intimider par ces tyrans institutionnels. Si vous êtes actuellement confronté à des mensonges et à des calomnies à votre sujet, ne vous mettez pas sur la défensive. Passez à l'attaque. La vérité est l'arme la plus redoutable, mais vous devez la dégainer.
Abonnez-vous pour découvrir comment manier cette arme, car vous allez maintenant voir comment mettre les géants à genoux. Camille, lui ai-je dit, prépare le laboratoire et installe le matériel de diffusion en direct. Ce soir-là, je suis passé en direct sur les réseaux sociaux. En face de moi se trouvait un notaire indépendant et un responsable d'un laboratoire alimentaire accrédité au niveau international. Océan Global prétend que mes produits sont toxiques, ai-je déclaré en regardant la caméra. En ce moment même, sous vos yeux, nous testons 50 huîtres choisies au hasard, et pas seulement les miennes. J'ai ouvert l'autre boîte posée sur la table. Elle portait l'étiquette Océan Global. Nous testons également les huîtres de la série Premium d'Océan Global que j'ai achetées aujourd'hui au marché. C'était une initiative à laquelle Valmont ne s'attendait pas. Il s'attendait à ce que je me défende, mais j'ai préféré passer à la contre-attaque. Les résultats ont été annoncés 24 heures plus tard, à nouveau en direct. Mes huîtres 100% propres. Zéro toxine. Les huîtres Océan Global contiennent des métaux lourds et des microplastiques au-dessus de la limite légale, comme vous pouvez le constater. Ai-je déclaré en brandissant le rapport que je tenais à la main. La raison pour laquelle ils nous attaquent n'est pas votre santé. C'est parce qu'ils ont peur que la pollution de leurs propres produits soit révélée au grand jour. Ma technologie nettoie la mer. La leur la pollue. Cette publication est devenue virale. Elle a été vue des millions de fois. Le hashtag Temise Denise Mer Propre est devenu tendance. Les actions d'Océan Global ont chuté en bourse. 2 jours plus tard, Valmont m'a rappelé. Sa voix n'était plus aussi calme. Que voulez-vous? A-t-il grogné. Arrêtez la publication. Mettons-nous d'accord. Pas d'accord, Valmont. Ai-je répondu. Mais j'ai une proposition à vous faire. Si vous acceptez de fermer vos fermes polluantes sur les côtes bretonnes et d'utiliser mon système de filtration à base d'algues, et si vous le faites sous mon contrôle, je ne publierai peut-être pas la suite de ces rapports. Vous voulez nous prendre comme associés? Non, répondis-je. Je vous prends comme client. Je ne vends pas le brevet. Je le concède sous licence. C'est moi qui fixe les règles, vous vous y conformez. Si je constate la moindre erreur, la moindre pollution, je révoque la licence. Ils ont dû accepter. Leur réputation ne tenait qu'à un fil. Ce jour-là, lorsque nous avons signé le contrat, je ne suis pas seulement devenu riche. Je suis devenu le gardien de l'océan. Désormais, j'avais le pouvoir de protéger non seulement ma propre ferme, mais aussi tout le littoral contre ces déchets industriels. Luc avait vu petit. Il voulait un hôtel. Moi, j'avais récupéré la mer. Le soir, assis sur la terrasse avec Camille, j'ai regardé le soleil se coucher à l'horizon. Tout était accompli. La vengeance avait été prise, la fortune acquise, la vision réalisée. Mais pour que l'histoire soit complète, il fallait encore que la dernière pièce du puzzle se mette en place. L'héritage. Que se passerait-il après moi? À qui laisserais-je cet empire? Je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas de famille. Dans le final, vous découvrirez la dernière et plus grande surprise de Gwen Kervella. Car la véritable immortalité, ce n'est pas graver son nom dans la pierre, mais dans la vie des gens. Préparez-vous pour la finale. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est faux. La vengeance n'est qu'un début. Le vrai festin, c'est la vie chaleureuse, pleine de sens et productive que vous construisez sur ce plat froid. Après avoir conclu l'accord avec Océan Global, j'ai arrêté de compter les zéros sur mon compte bancaire. L'argent n'était plus le problème. Le problème était de savoir à qui reviendrait ce pouvoir après moi. Un soir, je suis monté au phare de mon grand-père. C'était l'endroit le plus éloigné et le plus isolé de mon domaine. En bas, j'ai regardé le centre Kervella, qui brillait de mille feux. Camille et son équipe travaillaient encore. Les villageois dormaient paisiblement dans les logements que j'avais construits. Mais je n'avais pas d'enfants. Je n'avais pas de neveux. Le dernier membre de ma famille était mon grand-père, et il reposait dans la terre sous ce phare. Si vous vous interrogez actuellement sur le sens de votre vie, ne vous regardez pas dans le miroir, mais regardez par la fenêtre. Le véritable héritage n'est pas ce que vous avez accumulé pour vous-même, mais ce que vous avez dépensé pour les autres. Que la fin de cette histoire soit le début de votre histoire, et pas seulement celle de Gwen. Abonnez-vous et commencez à construire votre propre héritage en tant que membre de cette communauté. Le lendemain matin, j'ai convoqué Monsieur Leclerc dans mon bureau pour la dernière fois. J'ai rédigé mon testament. Lui ai-je dit. Leclerc a tendu la main vers le papier, les yeux remplis de larmes. Gwen, êtes-vous sûr? Vous pouvez laisser cela à l'État. Non, ai-je répondu. L'État ne fait que prélever des impôts. Moi, je veux donner de l'espoir. Et ce jour-là, nous avons créé la Fondation Gwendoline Kervella. Mon testament stipulait qu'après ma mort, toutes les actions de la société et la propriété du terrain seraient transférées à cette fondation. La fondation n'aurait qu'un seul objectif, offrir des bourses à des jeunes filles issues de milieux défavorisés vivant dans les villages côtiers de Bretagne et passionnées par la navigation, les sciences et la biologie.
Nous leur offririons non seulement de l'argent, mais aussi une formation, des stages et la possibilité de travailler dans ce centre. Elles seront mes filles. Ai-je dit à Leclerc. Elles vivront la jeunesse que je n'ai pas pu vivre. Elles ne subiront pas l'humiliation que j'ai dû endurer. Personne ne pourra les traiter de rustres. Elles deviendront des scientifiques, des capitaines, des leaders. J'ai nommé le docteur Camille Vasseur présidente à vie de la Fondation et Pierre, mon ancien ennemi devenu un fidèle contremaître, directeur des installations. Et les autres? Luc et Élodie. Je sais que vous vous posez des questions à leur sujet. Le mois dernier, alors que je me rendais à un dîner d'affaires à Paris, le valet d'un restaurant de luxe m'a ouvert la portière de ma voiture. C'était un homme au visage émacié, aux cheveux clairsemés, qui n'avait plus rien de son ancienne arrogance. Luc. Il m'a reconnu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a serré le pourboire qu'il tenait dans sa main. Madame Carvela, a-t-il dit d'une voix tremblante. Votre voiture est en sécurité. Je ne l'ai pas regardée avec pitié. Je ne l'ai pas détestée non plus. Je l'ai simplement considérée comme une étrangère qui passait dans ma vie. Je ne lui ai pas donné de pourboire supplémentaire. Je lui ai juste dit merci. Et je suis partie. Car la plus grande punition que je pouvais lui infliger était de la laisser vivre dans l'ombre de ma réussite, comme un détail insignifiant. Quant à Élodie, d'après ce que j'ai entendu, elle s'est mariée avec un homme riche et âgé dans le sud. Mais les enfants de cet homme l'ont déshéritée et elle est maintenant gardienne d'enfants. La vie avait remis chacun à sa place. Maintenant, avant de fermer cette vidéo, je voudrais dire une dernière chose. Regardez-moi, je suis Gwen Carvela. Je suis cette femme pêcheuse d'huîtres qui a dépensé l'argent de son mari, qui a été humiliée par sa belle-sœur, qui a été jetée à la mer et laissée pour morte. Ils ont voulu me détruire. Mais ils ont oublié une chose, ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. J'ai germé, j'ai grandi. Et maintenant, des milliers de nouvelles pousses verdissent dans mon ombre. Voilà ma vengeance. Voilà ma victoire. Et voilà mon immortalité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Je raconterai de nouvelles histoires chaque jour. À demain dans une nouvelle vidéo.